Bonjour à toutes et à tous, c'est Barna, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du Tancodrome où nous allons parler du F-18 Hellcat. Dans la vidéo, nous allons aborder la jeunesse de ce char, son utilisation durant la Seconde Guerre mondiale et sa carrière longue et incongrue après la guerre. Dans tous les cas, bon visionnage et j'espère que cette vidéo vous plaira. À la fin des années 1930, le budget de la défense américaine n'était que de 1,36 million de dollars de l'époque. L'armée fait beaucoup d'expérimentations sur différents types de véhicules, et l'une de ces expérimentations donnera naissance au M6 GMC. Mais les délais et les retards exponentiels ne permettent pas d'obtenir gain de cause auprès du Congrès. Par exemple, les origines du Sherman remontent à 1938, mais il ne verra le jour qu'en 1941. On menait bien quelques expérimentations, mais aucune production de masse n'était lancée, à l'exception de quelques véhicules comme le M2 Light Tank ou les camions ACKW. Lorsque les nuages de la guerre s'amoncellent en 1939, il devient évident que la situation va rapidement dégénérer. Le Congrès américain décide alors de réinvestir massivement dans l'armée, et de vifs débats éclatent sur l'avenir de ses forces. Ces discussions, amorcées dès les années 30, atteignent leur apogée en 1940 et 1941. Avec la guerre qui gronde en Europe, le budget de la défense passe alors à 6,4 millions de dollars de l'époque. Fun fact, en 2025, le budget de la défense est de 849 milliards. Bref, le nouveau budget voté permet enfin de s'attaquer à la problématique du chasseur de chars. Mais il reste une question cruciale. De quel matériel l'armée a-t-elle besoin? Comment doit-elle s'en équiper? Et surtout, comment employer tout ceci dans une guerre moderne? L'un des débats majeurs porte sur la place des chars. Doivent-ils rester rattachés à l'infanterie, à la cavalerie, ou bien être regroupés dans un corps blindé indépendant? Après la Première Guerre mondiale, le corps des chars américains a été dissous. Et comme beaucoup d'autres armées, l'armée américaine observe attentivement les conflits des années 20 et 30 pour en tirer des leçons. La guerre civile espagnole permet de tirer de précieux renseignements pour les différents observateurs et participants, en termes de doctrine, du matériel déployé ou en préparation au pays. Finalement, au début des années 40, la décision fut prise. Les États-Unis créent un nouveau corps de chars, tout en maintenant certains blindés sous la forme de bataillons JHQ, rattachés à l'infanterie pour la plus directe. C'est dans ce contexte qu'émerge l'idée des chasseurs de chars, destinés à compléter le dispositif. L'idée est simple, abandonner les canons anti-chars tractés, trop statiques, et monter des canons plus puissants sur des châssis motorisés, afin de créer des unités rapides, capables d'intervenir là où l'ennemi percerait. En plus d'être moins chers que des chars classiques. Bien que les GMC s'appliquent exclusivement aux chars défensifs, la réalité du terrain en décidera souvent du contraire. En avril 1941, le général Marshall crée l'Anti-Tank Planning Board. Son principe est clair. La priorité doit être donnée à la vitesse et à la mobilité, quitte à sacrifier le blindage. Ces véhicules doivent aussi être équipés de canons plus puissants que ceux des blindés ennemis. Les bases sont posées et les travaux commencent. En septembre 1941 naissent plusieurs projets. Le M6 GMC, une Dodge armée d'un canon de 37 mm M3, mais difficile à mettre en batterie. Et le M3 GMC, un semi-chenillé équipé d'un canon français de 75 mm, mais tirant des munitions américaines. Mais ces engins ne suffisent pas, il faut quelque chose de plus rapide, de plus mobile et surtout de plus efficace. C'est ainsi qu'apparaît le M10 Wolverine, issu du prototype T-35E1. C'est le premier chasseur de chars américain au sens strict. Construit sur une base de Sherman, doté d'une tourelle ouverte et armé d'un canon de 76. Il est massivement employé en Afrique du Nord. Malgré qu'il soit un engin censé se redéployer rapidement, l'armée le juge trop lent. En parallèle, une autre équipe travaille sur le T-42, fortement inspiré du M10, qui a fait ses preuves en Afrique du Nord. Il sera donc équipé d'une tourelle, de suspension Christie, un moteur continental et d'un canon à M1 de 37 mm, qui sera par la suite remplacé par un 57 après les retours des combats en Afrique. La suspension sera elle aussi remplacée par des barres de torsion, ce qui donnera naissance au T-49 GMC, où l'on commencera à distinguer la silhouette du M18. Très mobile, avec une vitesse de près de 80 km/h pour 12 tonnes. Il est opéré par un équipage de 5 hommes, peu blindé, atteignant au maximum 22 mm de blindage. Après des tests à Aberdeen Proving Ground, qui ne seront pas très fructueux, l'US Army utilise la base du T-49 et décide de l'améliorer, ce qui va donner le T-67 équipé du canon M3 du Sherman, et après encore quelques essais, lancera la production de 6 autres prototypes nommés T-70.
Pour la petite anecdote, le développement est confié à General Motors, plus précisément à la division Buick, dirigée par le designer Harley Earl, qui sera célèbre par la suite pour les voitures américaines des années 1950, comme la Buick I-Job et la Chevrolet Corvette. Le premier T70, construit en avril 1943, était très différent de son prédécesseur, le T67. Les ressorts hélicoïdaux des suspensions Christie furent remplacés par des barres de tension. La paire de moteurs Buick est remplacée par un moteur d'avion Continental R975 C4. La transmission a été déplacée de l'arrière vers l'avant. La maîtrise de caisse disparaît et la tourelle prend une forme différente. La seule chose qui restait du véhicule précédent était le concept général et l'armement. Faisons ici une petite, ou plutôt grosse aparté. En 1943, l'US Army reçoit de la part des soviétiques un T-34 et un KV-1. Ces chars sont testés en profondeur pour en tirer des leçons techniques. Résultat, le T-70 adopte le système de barre de tension inspiré du KV-1, et ses galets reprennent des éléments du T-34. Les ingénieurs américains, confrontés à des difficultés avec leur propre barre de tension, vont jusqu'à poser une foule de questions à la délégation soviétique venue visiter leurs usines. Conception, alliage, procédé, tout y passe. Fin 1943, un accord prévoit l'envoi de T-70 de pré-production à l'URSS. Le cargo SS Torstein Veblen, parti d'Écosse le 12 janvier 1944, arrive à Mourmansk le 1er février. À son bord se trouvent 11 Sherman M4A2, des pièces de rechange, mais aussi 3 T-70 complets avec des jeux de pièces supplémentaires. Après divers tests par les soviétiques, ils n'ont pas vraiment apprécié l'engin pour beaucoup de raisons, comme une trop grande consommation de carburant, l'usage d'essence de haute qualité, ce qui le rendait sensible aux incendies, un blindage bien trop faible, une mauvaise mobilité en tout terrain, comme de grands fossés ou de larges cratères, de mauvaises capacités de passage à guet, et le râtelier de munitions pris à l'emploi ne comporte que peu d'obus. Les soviétiques ont quand même relevé quelques points positifs. Une bonne fiabilité mécanique, de bonnes performances balistiques, une bonne ergonomie pour l'équipage, excepté pour le chargeur et le chef de char, et la maintenance et le remplacement des composants est simple en plus d'être facile d'accès. Maintenant que cette aparté à l'est est faite, revenons à l'ouest, où nous avions laissé notre T-70. Grâce à son moteur Continental, le char pouvait atteindre 72 km/h d'après le manuel sur route, mais cette vitesse avait un prix, un blindage réduit à 12 mm, et une tourelle ouverte qui laissait l'équipage vulnérable aux éclats, aux canons anti-char et même aux intempéries. Pourtant, ce choix avait un avantage ergonomique, une cadence de tir exceptionnelle pouvant atteindre 20 coups minutes. Une tourelle ouverte permet aussi de repérer et d'engager les cibles avec rapidité, mais aussi de communiquer plus rapidement avec l'infanterie. Un frein de bouche fut rapidement ajouté sur les versions suivantes du M18 pour limiter la poussière soulevée lors des tirs. Sans même passer de véritables essais, l'US Army en commande plus d'un millier d'exemplaires. Le M18, encore nommé T-70, fit son baptême du feu en Italie, après le débarquement d'Anzio en 1944. Selon la doctrine, les bataillons de chasseurs de chars doivent être tenus en réserve et envoyés rapidement pour contrer les percées ennemies. Mais en pratique, cela s'avéra difficile. Les commandants préféraient souvent les employer comme chars classiques, au soutien direct de l'infanterie. Le général Bradley, par exemple, était sceptique et refusa au début d'intégrer les M18 à ses forces, lui préférant les anciens M10. Malgré tout, il connut des succès remarquables. À Haraucourt, en septembre 1944, un bataillon de Hellcat détruisit 39 chars allemands pour seulement 4 pertes. Pendant la bataille des Ardennes, leur mobilité leur permit de se redéployer rapidement et de bloquer plusieurs percées, notamment en défendant un village aux côtés des parachutistes. Ce fut l'une des rares fois où le M18 fut employé presque exactement comme prévu. Mais dans l'ensemble, son impact resta limité. Beaucoup furent utilisés comme artillerie mobile ou comme appui d'infanterie. Tous les M18 étaient d'ailleurs équipés pour effectuer des frappes d'artillerie. Dans le Pacifique, les Hellcat furent également engagés aux Philippines et à Okinawa. Face aux Japonais, qui n'alignaient que peu de chars comme les Shiha ou les Hago, il s'avérèrent qu'il fut très efficace en soutien à l'infanterie. Comme souvent, plusieurs variantes firent le jour. Le T-88, un M18 armé d'un obusier de 105 mm, cependant annulé à la fin de la guerre. Le T-41, devenu M39, était une version sans tourelle utilisée pour le transport, la reconnaissance et le remorquage. Il se contentait d'une mitrailleuse M2 et sera largement employé pendant la guerre de Corée. Le M65, quant à lui, est une version lance-flamme basée sur le M39. 3 versions amphibies furent aussi conçues, les T-86, T-86E1 et T-87, mais toutes furent abandonnées après 1945. Après la guerre, le Hellcat poursuit sa carrière à l'étranger.
la Yougoslavie en reçut environ 260 et l'employa longtemps, parfois sous des formes très originales. Certains furent remotorisés avec des moteurs de camion Fab 13. Un autre vit sa tourelle montée sur un châssis de T-55 pour donner naissance au M18-55. Et le fameux Krajina Express intégra carrément un M18 complet en wagon de combat. Ce train blindé alignait un arsenal impressionnant. Le canon de 76 du L4, 3 canons de 20, un pod de roquettes de 57, 2 mortiers de 120, un canon Bofors de 40, 2 mitrailleuses de 12-7 et 4 mitrailleuses de C-62, en plus de 2 postes de missiles anti-chars Mayotka. D'autres nations la adoptèrent également. L'Iran en reçut 55. La République de Chine créa le Type 64 en combinant le châssis du M42 Duster avec la tourelle du M18. La Grèce, les Philippines et le Venezuela en exploitèrent aussi, ce dernier allant jusqu'à moderniser ses L4 en M18A1 et A2. Doté d'un télémètre laser, d'optique thermique, d'un badage composite, d'une climatisation, d'un système de lutte anti-incendie et d'une conduite de tir moderne. Le M18 Hellcat demeure un véhicule unique, exceptionnellement rapide, bien armé pour son poids mais faiblement protégé. Il incarne le compromis de la doctrine américaine des chasseurs de chars. Doctrine imparfaite mais qui permet au Hellcat de connaître quelques succès éclatants. Et surtout, il poursuivit une carrière internationale étonnamment longue, traversant les décennies et les conflits sous des formes pour le moins inattendues. Et voilà que cette vidéo est terminée, je vous remercie énormément de l'avoir regardée. N'oubliez pas de la partager, de la liker, de la booster. Vous trouverez en description toutes les sources pour la vidéo, si vous souhaitez en savoir plus sur ce félin nord-américain, ainsi que le lien de mon Discord. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine, et salut!